Honoré de Balzac, Eugénie Grandet. Il se trouve dans certaines villes de province des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes. Peut-être y a-t-il à la fois dans ces maisons et le silence du cloître et l'aridité des landes et les ossements des ruines. La vie et le mouvement y sont tranquilles, qu'un étranger les croirait inhabités, s'il ne rencontrait tout à coup le regard pâle et froid d'une personne immobile, dont la figure à demi monastique dépasse l'appui de la croisée, au bruit d'un pas inconnu. Ces principes de mélancolie existent dans la physionomie d'un logis situé à Saumur, au bout de la rue montueuse qui mène au château, par le haut de la ville. Cette rue, maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide en hiver, obscure en quelque endroit, est remarquable par la sonorité de son petit pavé caillouteux, toujours propre et sec, par l'étroitesse de sa voie tortueuse, par la paix de ses maisons qui appartiennent à la vieille ville et que dominent les remparts. Des habitations 3 fois séculaires y sont encore solides, quoique construites en bois, et leurs divers aspects contribuent à l'originalité qui recommande cette partie de Saumur à l'attention des antiquaires et des artistes. Dans ce pays comme en Touraine, les vicissitudes de l'atmosphère dominent la vie commerciale. Vignerons, propriétaires, marchands de bois, tonneliers, aubergistes, mariniers sont tous à l'affût d'un rayon de soleil. Ils tremblent en se couchant le soir d'apprendre le lendemain matin qu'il a gelé pendant la nuit. Ils redoutent la pluie, le vent, la sécheresse, et veulent de l'eau, du chaud, des nuages à leur fantaisie. Il y a un duel constant entre le ciel et les intérêts terrestres. Le baromètre attriste, déride, égaie tour à tour les physionomies. D'un bout à l'autre de cette rue, l'ancienne grande rue de Saumur, ces mots. Voilà un temps d'or, se chiffre de porte en porte. Aussi, chacun répond-il au voisin, il pleut des louis, en sachant ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une pluie opportune lui en apporte. Le samedi, vers midi, dans la belle saison, vous n'obtiendrez pas pour un sou de marchandises chez ces braves industriels. Chacun a sa vigne, sa closerie, et va passer 2 jours à la campagne. Là, tout étant prévu, l'achat, la vente, le profit, les commerçants se trouvent à avoir 10 heures sur 12 à employer en joyeuse partie, en observation, commentaires, espionnage continuel. Une ménagère n'achète pas une perdrix sans que les voisins demandent au mari si elle était cuite à point. Une jeune fille ne met pas la tête à sa fenêtre sans y être vue par tous les groupes inoccupés. Là, donc, les consciences sont à jour, de même que ces maisons impénétrables, noires et silencieuses n'ont point de mystère. La maison pleine de mélancolie où se sont accomplis les événements de cette histoire était précisément un de ces logis. Reste vénérable d'un siècle où les choses et les hommes avaient ce caractère de simplicité que les mœurs françaises perdent de jour en jour. Monsieur Grandet jouissait à Saumur d'une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnes qui n'ont point, peu ou prou, vécu en province. Monsieur Grandet, encore nommé par certaines gens le père Grandet, mais le nombre de ces vieillards diminuait sensiblement, était en 1789 un maître tonnelier fort à son aise, sachant lire, écrire et compter. Dès que la République française mit en vente dans l'arrondissement de Saumur les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de 40 ans, venait d'épouser la fille d'un riche marchand de planches. Grandet alla, muni de sa fortune liquide et de la dot,
muni de 2000 louis d'or au district, ou moyennant 200 doubles louis offerts par son beau-père aux farouches républicains qui surveillaient la vente des domaines nationaux, il eut pour un morceau de pain, légalement, sinon légitimement, les plus beaux vignobles de l'arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Les habitants de Saumur étant peu révolutionnaires, le père Grandet passa pour un homme hardi, un républicain, un patriote, pour un esprit qui donnait dans les nouvelles idées, tandis que le tonnelier donnait tout bonnement dans les vignes. Il fut nommé membre de l'administration du district de Saumur, et son influence pacifique s'y fit sentir politiquement et commercialement. Il aurait pu demander la croix de la Légion d'honneur. Cet événement eut lieu en 1806. Monsieur Grandet avait alors 57 ans et sa femme environ 36. Une fille unique, fruit de leur légitime amour, était âgée de 10 ans. Monsieur Grandet, que la Providence voulut sans doute consoler de sa disgrâce administrative, hérita successivement pendant cette année de Madame de la Gaudinière, née de la Bertellière, mère de Madame Grandet, puis du vieux monsieur la Bertellière, père de la défunte, et encore de Madame Gentillet, grand-mère du côté maternel. 3 successions dont l'importance ne fut connue de personne. L'avarice de ces 3 vieillards était si passionnée que depuis longtemps ils entassaient leur argent pour pouvoir le contempler secrètement. Monsieur Grandet obtint alors le nouveau titre de noblesse que notre manie d'égalité n'effacera jamais. Il devint le plus imposé de l'arrondissement. Il exploitait 100 arpents de vigne, qui, dans les années plantureuses, lui donnaient 7 à 800 poinçons de vin. Il possédait 13 métairies, une vieille abbaye, où, par économie, il avait muré les croisées, les ogives, les vitraux, ce qui les conserva, et 127 arpents de prairies, où croissaient et grossissaient 3000 peupliers plantés en 1793. Enfin, la maison dans laquelle il demeurait était la sienne. Ainsi établissait-on sa fortune visible. Quant à ses capitaux, 2 seules personnes pouvaient vaguement en présumer l'importance. L'une était M. Cruchot, notaire chargé des placements usuaires de M. Grandet. L'autre, M. des Grassins, le plus riche banquier de Saumur, au bénéfice duquel le vigneron participait à sa convenance et secrètement. Il s'écoulait peu de jours sans que le nom de M. Grandet fût prononcé soit au marché, soit pendant les soirées dans les conversations de la ville. Pour quelques personnes, la fortune du vieux vigneron était l'objet d'un orgueil patriotique. Aussi, plus d'un négociant, plus d'un aubergiste disait-il aux étrangers avec un certain contentement : « Monsieur, nous avons ici 2 ou 3 maisons millionnaires, mais quant à M. Grandet, il ne connaît pas lui-même sa fortune. » En 1816, les plus habiles calculateurs de Saumur estimaient les biens territoriaux du bonhomme à près de 4 millions. Mais, comme terme moyen, il avait dû tirer par an depuis 1793 jusqu'en 1817 100 000 francs de ses propriétés. Il était présumable qu'il possédait en argent une somme presque égale à celle de ses biens-fonds. Quelques Parisiens parlaient-ils des Rothschild ou de M. Laffitte. Les gens de Saumur demandaient s'il était aussi riche que M. Grandet. Si le Parisien leur jetait en souriant une dédaigneuse affirmation, ils se regardaient en hochant la tête d'un air d'incrédulité. Une si grande fortune couvrait d'un manteau d'or toutes les actions de cet homme. Si d'abord quelques particularités de sa vie donnèrent prise au ridicule et à la moquerie et le ridicule s'étaient usés. En ses moindres actes, M. Grandet avait pour lui l'autorité de la chose jugée. Sa parole, son vêtement, ses gestes, le clignement de ses yeux faisaient loi dans le pays où chacun, après l'avoir étudié comme un naturaliste étudie les effets de l'instinct chez les animaux, avait pu reconnaître la profonde et muette sagesse
de ses plus légers mouvements. « L'hiver sera rude, disait-on. Le père Grandet a mis ses gants fourrés. Il faut vendanger. Le père Grandet prend beaucoup de mérins. Il y aura du vin cette année. » Monsieur Grandet n'achetait jamais ni viande ni pain. Ses fermiers lui apportaient par semaine une provision suffisante de chapons, de poulets, d'œufs, de beurre et de blé de rente. Il possédait un moulin dont le locataire devait, en sus du bail, venir chercher une certaine quantité de grains et lui en apporter le son et la farine. La grande Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune, boulangeait elle-même tous les samedis le pain de la maison. Monsieur Grandet s'était arrangé avec les maraîchers, ses locataires, pour qu'ils le fournissent de légumes. Quant aux fruits, il en récoltait une telle quantité qu'il en faisait vendre une grande partie au marché. Son bois de chauffage était coupé dans ses haies ou pris dans les vieilles truisses, à moitié pourries qu'il enlevait au bord de ses champs. Et ses fermiers le lui charroyaient en ville tout débité, le rangeaient par complaisance dans son bûcher et recevaient ses remerciements. Ses seules dépenses connues étaient le pain béni, la toilette de sa femme, celle de sa fille, et le paiement de leurs chaises à l'église. La lumière, les gages de la grande Nanon, l'étamage de ses casseroles, l'acquittement des impositions, les réparations de ses bâtiments et les frais de ses exploitations. Il avait 600 arpents de bois récemment achetés qu'il faisait surveiller par le garde d'un voisin, auquel il promettait une indemnité. Depuis cette acquisition seulement, il mangeait du gibier. Les manières de cet homme étaient fort simples. Il parlait peu. Généralement, il exprimait ses idées par de petites phrases sentencieuses et dites d'une voix douce. Depuis la Révolution, époque à laquelle il attira les regards, le bonhomme bégayait d'une manière fatigante, aussitôt qu'il avait à discourir longuement ou à soutenir une discussion. Ce bredouillement, l'incohérence de ses paroles, le flux de mots où il noyait sa pensée, son manque apparent de logique attribué à un défaut d'éducation, étaient affectés et seront suffisamment expliqués par quelques événements de cette histoire. D'ailleurs, 4 phrases exactes, autant que des formules algébriques, lui servaient habituellement à embrasser, à résoudre toutes les difficultés de la vie et du commerce. Je ne sais pas, je ne puis pas, je ne veux pas, nous verrons cela. Il ne disait jamais ni oui, ni non, et n'écrivait point. Lui parlait-on ? Il écoutait froidement, se tenait le menton dans la main droite, en appuyant son coude droit sur le revers de la main gauche, et se formait en toute affaire des opinions desquelles il ne revenait point. Il méditait longuement les moindres marchés. Quand, après une savante conversation, son adversaire lui avait livré le secret de ses prétentions en croyant le tenir, il lui répondait « Je ne puis rien conclure sans avoir consulté ma femme. » Sa femme, qu'il avait réduite à un illotisme complet, était en affaires son paravent le plus commode. Il n'allait jamais chez personne, ne voulait ni recevoir ni donner à dîner. Il ne faisait jamais de bruit et semblait économiser tout, même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par un respect constant de la propriété. Au physique, Grandet était un homme de 5 pieds, trapu, carré, ayant des mollets de 12 pouces de circonférence, des rotules noueuses et de larges épaules. Son visage était rond, tanné, marqué de petites vérolles, son menton était droit, ses lèvres n'offraient aucune sinuosité et ses dents étaient blanches. Ses yeux avaient l'expression calme et dévoratrice que le peuple accorde au basilic. Son front, plein de rides transversales, ne manquait pas de protubérances significatives. Ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blancs et or, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d'une plaisanterie faite sur M. Grandet. Son nez, gros par le bout, supportait une loupe veinée que le vulgaire disait, non sans raison, pleine de malice. Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur. L'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l'avarice et sur le seul être qui lui fût réellement de quelque chose, sa fille Eugénie,
sa seule héritière. Attitude, manière, démarche, tout en lui, d'ailleurs, attestait cette croyance en soi que donne l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, quoique de mœurs faciles et molles en apparence, M. Grandet avait-il un caractère de bronze. Toujours vêtu de la même manière, qui le voyait aujourd'hui le voyait tel qu'il était depuis 1791. Ses forts souliers se nouaient avec des cordons de cuir. Il portait en tout temps des bas de laine drapés, une culotte courte de gros drap marron à boucles d'argent, un gilet de velours à raies alternativement jaune et puce, boutonné carrément, un large habit marron à grands pans, une cravate noire et un chapeau de quaker. Ses gants, aussi solides que ceux des gendarmes, lui duraient 20 mois, et pour les conserver propres, il les posait sur le bord de son chapeau, à la même place, par un geste méthodique. Saumur ne savait rien de plus sur ce personnage. 6 habitants seulement avaient le droit de venir dans cette maison. Le plus considérable des 3 premiers était le neveu de M. Cruchot. Depuis sa nomination de président au tribunal de première instance de Saumur, ce jeune homme avait joint au nom de Cruchot celui de Bonfons et travaillait à faire prévaloir Bonfons sur Cruchot. Monsieur le Président était âgé de 33 ans, possédait le domaine de Bonfons, Bonifontis, valant 7000 livres de rente. Il attendait la succession de son oncle le notaire et celle de son oncle l'abbé Cruchot, dignitaire du chapitre de Saint-Martin de Tours, qui tous deux passaient pour être assez riches. Ces 3 Cruchots, soutenus par bon nombre de cousins, alliés à 20 maisons de la ville, formaient un parti comme jadis à Florence les Médicis, et comme les Médicis, les Cruchot avaient leur pazzi. Madame des Grassins, mère d'un fils de 23 ans, venait très assidûment faire la partie de Madame Grandet, espérant marier son cher Adolphe avec Mademoiselle Eugénie. Monsieur des Grassets, le banquier, favorisait vigoureusement les manœuvres de sa femme par de constants services secrètement rendus au vieil avare et arrivait toujours à temps sur le champ de bataille. Ces 3 des Grassins avaient également leurs adhérents, leurs cousins, leurs alliés fidèles. Ce combat secret entre les Cruchots et les des Grassins, dont le prix était la main d'Eugénie Grandet, occupait passionnément les diverses sociétés de Saumur. Mademoiselle Grandet épousera-t-elle Monsieur le Président ou Monsieur Adolphe des Grassins? À ce problème, les uns répondaient que Monsieur Grandet ne donnerait sa fille ni à l'un ni à l'autre. L'ancien tonnelier rongé d'ambition cherchait, disait-il, pour gendre, quelques pairs de France à qui 300 000 livres de rente feraient accepter tous les tonneaux passés, présents et futurs des Grandet. D'autres répliquaient que Monsieur et Madame des Grassins étaient nobles, puissamment riches, qu'Adolphe était un bien gentil cavalier et qu'à moins d'avoir un neveu du pape dans sa manche, une alliance si convenable devait satisfaire des gens de rien. Un homme que tout Saumur avait vu la doloire en main et qui d'ailleurs avait porté le bonnet rouge. Plus instruits, les anciens du pays prétendaient que les Grandet étaient trop avisés pour laisser sortir les biens de leur famille. Mademoiselle Eugénie Grandet de Saumur serait mariée au fils de Monsieur Grandet de Paris, riche marchand de vin en gros. À cela, le Cruchotin et les grassinistes répondaient. D'abord, les 2 frères ne se sont pas vus 2 fois depuis 30 ans. Puis Monsieur Grandet de Paris a de hautes prétentions pour son fils. Il est maire d'un arrondissement, député, colonel de la garde nationale, juge au tribunal de commerce. Il renie les Grandet de Saumur et prétend s'allier à quelques familles ducales par la grâce de Napoléon. Que ne disait-on pas d'une héritière dont on parlait à 20 lieues à la ronde et jusque dans les voitures publiques d'Angers à Blois inclusivement? Au commencement de 1818, les Cruchotins remportèrent un avantage signalé sur les grassinistes. La terre de Froidfond, remarquable par son parc, son admirable château, ses fermes, rivières, étangs, forêts, et valant 3 millions, fut mise en vente par le jeune marquis de Froidfond, obligé de réaliser ses capitaux. Le beau marquisat de Froidfond fut alors convoyé vers l'œsophage de Monsieur Grandet, qui, au grand étonnement de Saumur,
le paya, sous escompte, après les formalités. Cette affaire eut du retentissement à Nantes et à Orléans. M. Grandet alla voir son château par l'occasion d'une charrette qui y retournait. Après avoir jeté sur sa propriété le coup d'œil du maître, il revint à Saumur, certain d'avoir placé ses fonds à 5. Il est maintenant facile de comprendre toute la valeur de ce mot. La maison à M. Grandet, cette maison pâle, froide, silencieuse, située en haut de la ville et abritée par les ruines des remparts. Les 2 piliers et la voûte formant la baie de la porte avaient été, comme la maison, construits en tuffeau. Pierre blanche particulière au littoral de la Loire, et si molle que sa durée moyenne est à peine de 200 ans. Les trous inégaux et nombreux que les intempéries du climat y avaient bizarrement pratiqués donnaient au cintre et au jambage de la baie l'apparence des pierres vermiculées de l'architecture française et quelques ressemblances avec le porche d'une geôle. Au-dessus du cintre régnait un long bas-relief de pierres dures sculptées, représentant les 4 saisons, figure déjà rongée et toute noire. Ce bas-relief était surmonté d'une plinthe saillante sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces végétations dues au hasard, des pariétaires jaunes, des liserons, des convolvulus, du plantain et un petit cerisier assez haut déjà. La porte en chêne massive, brune, desséchée, fendue de toutes parts, frêle en apparence, était solidement maintenue par le système de ces boulons qui figuraient des dessins symétriques. Par la petite grille destinée à reconnaître les amis au temps des guerres civiles, les curieux pouvaient apercevoir, au fond d'une voûte obscure et verdâtre, quelques marches dégradées par lesquelles on montait dans un jardin que bornaient pittoresquement des murs épais, humides, pleins de suintements et de touffes d'arbustes malingres. Au rez-de-chaussée de la maison, la pièce la plus considérable était une salle dont l'entrée se trouvait sous la voûte de la porte cochère. Peu de personnes connaissaient l'importance d'une salle dans les petites villes de l'Anjou, de la Touraine et du Berry. La salle est à la fois l'antichambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la salle à manger. Elle est le théâtre de la vie domestique, le foyer commun. Là, le coiffeur du quartier venait couper 2 fois l'an les cheveux de M. Grandet. Là entraient les fermiers, le curé, le sous-préfet, le garçon meunier. Cette pièce, dont les 2 croisées donnaient sur la rue, était planchéiée, des panneaux gris à moulures antiques. La boisait de haut en bas, son plafond se composait de poutres apparentes, également peintes en gris, dont les entre-deux étaient remplis de blanc en bourre qui avait jauni. Les sièges de forme antique étaient garnis en tapisserie représentant les fables de La Fontaine. Mais il fallait le savoir pour en reconnaître les sujets. Tant les couleurs passées et les figures criblées de reprises se voyaient difficilement. Aux 4 angles de cette salle se trouvaient des encoignures, espèce de buffet terminé par de crasseuses étagères. Une vieille table à jouer en marqueterie, dont le dessus faisait échiquier, était placée dans le tableau qui séparait les 2 fenêtres. Sur la paroi opposée de la cheminée, 2 portraits au pastel étaient censés représenter l'aïeul de Madame Grandet, le vieux monsieur de la Bertellière en lieutenant des gardes françaises et défunte Madame Gentillet en bergère. Aux 2 fenêtres étaient drapés des rideaux en gros de tours, rouges, relevés par des cordons de soie à glands d'église. Cette luxueuse décoration, si peu en harmonie avec les habitudes de Grandet, avait été comprise dans l'achat de la maison, ainsi que le trumeau, le cartel, le meuble en tapisserie et les encoignures en bois de rose. Dans la croisée la plus rapprochée de la porte se trouvait une chaise de paille dont les pieds étaient montés sur des patins, afin d'élever Madame Grandet à une hauteur qui lui permit de voir les passants. Une travailleuse en bois de merisier d'étain remplissait l'embrasure, et le petit fauteuil d'Eugénie Grandet était placé tout auprès. Depuis 15 ans, toutes les journées de la mère et de la fille s'étaient paisiblement écoulées à cette place, dans un travail constant, à compter du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Le premier de ce dernier mois, elles pouvaient prendre leur station d'hiver à la cheminée.
Ce jour-là seulement Grandet permettait qu'on allumât du feu dans la salle, et il le faisait éteindre au 31 mars sans avoir égard ni aux premiers froids du printemps, ni à ceux de l'automne. Une chaufferette entretenue avec la braise provenant du feu de la cuisine que la grande Nanon leur réservait en usant d'adresse, aidait madame et mademoiselle Grandet à passer les matinées ou les soirées les plus fraîches des mois d'avril et d'octobre. La mère et la fille entretenaient tout le linge de la maison et employaient si consciencieusement leur journée à ce véritable labeur d'ouvrière que si Eugénie voulait broder une collerette à sa mère, elle était forcée de prendre une de ses heures de sommeil en trompant son père pour avoir de la lumière. Depuis longtemps, l'avare distribuait la chandelle à sa fille et à la grande Nanon, de même qu'il distribuait dès le matin le pain et les denrées nécessaires à la consommation journalière. La grande Nanon était peut-être la seule créature humaine capable d'accepter le despotisme de son maître. Toute la ville l'enviait à monsieur et à madame Grandet. La grande Nanon, ainsi nommée à cause de sa taille haute de 5 pieds 8 pouces, appartenait à Grandet depuis 35 ans. Quoiqu'elle n'eût que 60 livres de gages, elle passait pour une des plus riches servantes de Saumur. Ces 60 livres, accumulés depuis 35 ans, lui avaient permis de placer récemment 4000 livres en viager chez maître Cruchot. Ce résultat des longues et persistantes économies de la grande Nanon parut gigantesque. Chaque servante, voyant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses vieux jours, était jalouse d'elle sans penser au dur servage par lequel il avait été acquis. À l'âge de 22 ans, la pauvre fille n'avait pu se placer chez personne. Tant sa figure semblait repoussante, et certes ce sentiment était bien injuste. Sa figure eût été fort admirée sur les épaules d'un grenadier de la garde, mais en tout, il faut, dit-on, l'à propos. Forcée de quitter une ferme incendiée où elle gardait les vaches, elle vint à Saumur où elle chercha du service, animée de ce robuste courage qui ne se refuse à rien. Le père Grandet pensait alors se marier et voulait déjà monter son ménage. Il avisa cette fille rebutée de porte en porte. Juge de la force corporelle en sa qualité de tonnelier, il devina le parti qu'on pouvait tirer d'une créature femelle, taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chêne de 60 ans sur ses racines, forte des hanches, carrée du dos, ayant des mains de charretier et une probité vigoureuse comme l'était son intacte vertu. Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons de la Nanon n'épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l'âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages, et l'employa sans trop la rudoyer. En se voyant ainsi accueillie, la grande Nanon pleura secrètement de joie, et s'attacha sincèrement au tonnelier, qui d'ailleurs l'exploita féodalement. Nanon faisait tout. Elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver le linge à la Loire, le rapportait sur ses épaules. Elle se levait au jour, se couchait tard, faisait à manger à tous les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les halboteurs, défendait comme un chien fidèle le bien de son maître. Enfin, pleine d'une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies les plus saugrenues. Lors de la fameuse année de 1811, dont la récolte coûta des peines inouïes après 20 ans de service, Grandet résolut de donner sa vieille montre à Nanon, seul présent qu'elle reçut jamais de lui. Quoiqu'il lui abandonnât ses vieux souliers, elle pouvait les mettre. Il est impossible de considérer le profit trimestriel des souliers de Grandet comme un cadeau tant ils étaient usés. La nécessité rendit cette pauvre fille si avare que Grandet avait fini par l'aimer comme on aime un chien. Et Nanon s'était laissé mettre au cou un collier garni de pointes dont les piqûres ne la piquaient plus. Si Grandet coupait le pain avec un peu trop de parcimonie, elle ne s'en plaignait pas. Elle participait gaiement au profit hygiénique que procurait le régime sévère de la maison, où jamais personne n'était malade. Puis la Nanon faisait partie de la famille. Elle riait quand riait Grandet, s'attristait, gelait, se chauffait, travaillait avec lui. Combien de douces compensations dans cette égalité! Jamais le maître n'avait reproché à la servante ni la leberge ou la pêche de vigne,
ni les prunes ou les brugnons mangés sous l'arbre. « Allons, régale-toi, Nanon !» lui disait-il dans les années où les branches pliaient sous les fruits que les fermiers étaient obligés de donner aux cochons. Pour une fille des champs qui, dans sa jeunesse, n'avait récolté que de mauvais traitements, pour une pauvresse recueillie par charité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.